Bienvenue de tout cœur. Savez-vous quelle est la différence entre le narcissisme sain et le narcissisme pathologique? C'est le thème de cette vidéo. Mon nom est Prava Calderon. Je suis coach, thérapeute et enseignante d'un processus unique de déshypnose identitaire. Je suis l'auteur de ce livre, L'enfer narcissique. Sortez de cette folie hypnotique. Qu'est-ce que le narcissisme sain? La notion de narcissisme sain, connue comme narcissisme primaire, fait référence au processus stable de devenir en alignement avec notre vrai soi, avec la joie d'être, avec l'estime de soi, le respect de soi et la confiance en soi. Le narcissisme sain se manifeste par notre structure psycho-émotionnelle solide qui comporte notre nature essentielle autant qu'animal. Cette structure est soutenue par notre énergie vitale, par notre énergie psycho-émotionnelle et libidinelle, qui est investie autant sur nous-mêmes que sur les autres pour le plus grand bien de tous. Le narcissisme sain est donc la pierre angulaire qui nous permet de différencier le soi de l'autre. Grâce au narcissisme sain, nous pouvons créer des relations significatives fondées sur le respect de nos limites ainsi que celles des autres, de façon à obtenir des résultats favorables autant pour soi que pour les autres. L'adulte qui s'aime vraiment peut établir des relations équilibrées dans lesquelles l'amour, le respect et l'attention sont partagés. Comment le narcissisme sain s'établit-il? Eh bien, il s'établit lorsque nous franchissons les étapes d'évolution vers notre autonomie. Cette évolution n'a rien de métaphysique. C'est un processus pour lequel nous réévaluons nos points de vue, intégrons nos expériences et démantelons nos croyances hypnotiques par des prises de conscience jusqu'à transcender notre ego infantile. L'être humain qui se offre des espaces d'introspection pour accomplir ces processus a de constantes prises de conscience, parfois pénibles. Son empathie se développe à travers d'innombrables prises de conscience à propos de sa dynamique interne qui sont étonnamment libératrices. La personne qui a de constantes prises de conscience se réveille de son hypnose identitaire définitivement. Elle arrête de s'identifier au personnage anxiogène qu'elle pensait être. Son énergie vitale s'exprime ouvertement dans le monde, même si elle est confrontée à des défis difficiles à surmonter. Vous pouvez remarquer que cet être humain a une présence, qu'il est aimant, chaleureux, humain, qu'il vous regarde, vous écoute et vous comprend. Cet être humain a de l'empathie. Il écoute les besoins d'autres avec respect et compassion, mais il ne donne ni demande rien dans le sens de vouloir obtenir un bénéfice secondaire psycho-émotionnel. S'il aide les autres, il le fait dans le respect de leurs limites, car il perçoit les autres comme des êtres uniques, ayant leur propre parcours de vie, leurs valeurs, leurs espoirs, leurs réalités essentielles et leur capacité à surmonter leurs propres épreuves. Vous pouvez compter avec sa présence, parce qu'il est vraiment là. Cet être humain éprouve l'expression singulière et vivante de son existence et a une sécurité ontologique solide qui lui permet d'être responsable de ses actes et d'apprendre de ses erreurs. Dans son fort intérieur, il évalue de manière réaliste ses incapacités autant que ses capacités, ses connaissances et ses ressources.
Il sait où s'arrêtent ses frontières psychoaffectives et où commencent celles des autres. Il ne confondent donc pas les objets internes appartenant à son mental avec les objets externes qui sont les êtres présents dans le monde extérieur. Qu'est-ce que le narcissisme pathologique? Le narcissisme pathologique est un narcissisme secondaire qui se manifeste par l'incapacité d'évoluer et le refus de se connaître parce que le narcissique ne s'aime pas. Il aime son image, il est amoureux de son reflet. Il y a une différence majeure entre aimer le vrai self ou aimer le moi reflété. L'énergie psycho-émotionnelle et libidinelle de cette personne est investie donc dans le moi psychique ou faux self construit dans l'enfance. Puisque son activité est auto-référentielle, cette personne ne peut pas s'intéresser sincèrement aux autres, car elle vit dans le monde souterrain de sa propre psyché où, inconscientement, elle est terrifiée par le vide intérieur, par son insécurité ontologique ou insécurité d'être. Cette personne ne connaît pas la simple joie d'être, l'amour sans objet, l'estime de soi, la confiance en soi ou l'empathie. Comment le narcissique secondaire se développe-t-il? Eh bien, lorsque les parents sont immatures parce qu'ils sont figés dans un narcissisme secondaire, ils instrumentalisent ou maltraitent leur enfant. La psychanalyste américaine Karen Horney explique l'instrumentalisation. Elle dit, dans les familles dysfonctionnelles, les enfants sont instrumentalisés. Les parents n'aiment pas leur enfant pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il désire inconscientement qu'il soit. Ils en font l'accomplissement de leurs rêves inaboutis, les porteurs de leur frustration, leur instrument par lequel ils peuvent transformer leurs échecs en succès, leur humiliation en victoire ou leur frustration en bonheur. L'enfant est entraîné ainsi à ignorer sa réalité essentielle et à occuper l'espace illusoire créé par ses parents. Le professeur Sam Wagner affirme: les parents accordent à leur enfant une attention disproportionnée. Il est mis sur un piédestal et il est choyé et idolâtré. Ils croient qu'aimer leur enfant de cette manière est l'essence de leur vie. Ils n'établissent pas de frontières psychoaffectives claires ni de règles transparentes. Ils privent l'enfant du droit d'être confronté à la réalité de la vie. Ils suggèrent ou affirment à leur enfant qu'il est spécial et intelligent, qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Par leur pensée magique, ils transforment cet être réel en un objet qu'ils visent à façonner selon leur imagination ou leurs besoins. Cet abus est extrêmement pernicieux car il fait éclater les frontières psychoaffectives de l'enfant qui, par la suite, ne parvient pas à se séparer de son parent pour acquérir sa propre individualité et son autonomie. Souvent, en outre, il est contraint de devenir le parent de ses propres parents, ce qui est une forme d'inceste psychologique. L'enfant ne peut pas acquérir sa propre autonomie, ni évoluer psychologiquement, et il commence à développer une forme de mégalomanie. Dans notre société, cette immaturité intergénérationnelle est largement répandue. Le narcissisme pathologique est devenu le fondement et le programme de la famille dysfonctionnelle moderne. Eh bien, quelles sont les conséquences? L'enfant souffre d'anxiété
d'une insécurité ontologique profonde générée par les conflits internes entre son besoin instinctif d'être lui-même et son besoin de devenir ce que ses parents attendent qu'il soit. Afin de survivre à l'instrumentalisation, il sacrifie son être authentique et adopte un faux moi psychique ou faux self qui correspondent au rôle que les parents lui demandent implicitement de jouer pour eux. Il reste figé dans le conflit entre la fidélité et la haine qu'il ressent pour lui-même autant que pour les parents qui ont abusé de lui. Cette interruption de l'évolution vers son autonomie est hautement traumatique. Une fois adulte, il continue à porter les parents abusifs dans son psychisme. Pour cette raison, il s'enferme dans des mécanismes défensifs narcissiques pour le reste de sa vie. Il reste figé dans la croyance d'être un enfant blessé, attaché principalement à sa figure maternelle. La personne qui, dans l'enfance, ne s'est pas individualisée ni s'est séparée psychologiquement de sa mère ou de son père, fonctionne avec la psyché de son enfance. Le narcissique opère donc dans l'illusion. À différence de la personne qui, par son narcissisme primaire, opère dans la réalité, la personne qui a un narcissisme pathologique agit à partir des fantasmes inconscients figés dans l'enfance. Elle est incapable d'opérer efficacement dans la réalité de façon à assurer de bons résultats pour elle, pour ses êtres chers et pour son entourage. Cette personne ne peut pas avoir de rapports humains où les besoins fondamentaux et les frontières psychoaffectives de soi et des autres soient respectés. Plutôt, elle fonctionne par des besoins compulsifs. Contrairement à une personne adulte qui sépare les strates ou dimensions de la conscience sans les imbriquer, les personnes immatures les imbriquent. Les strates de la conscience sont la dimension externe, la dimension corporelle, la dimension mentale, la dimension émotionnelle et la dimension essentielle qui est le je suis sans définition ajoutée. Voyons comment le narcissique imbrique les strates de la conscience. Explorons son activité dans la dimension externe. Le narcissique traite le monde extérieur en se plaçant au centre de celui-ci, comme un enfant. Il ne parvient pas à séparer son monde mental du monde extérieur. Il traite les autres comme s'ils étaient des objets internes lui appartenant. C'est son imbrication principale. Le philosophe américain Ken Wilber dit avec humour: les narcissiques traitent le monde comme un huître dont ils sont la perle. Que fait-il dans la dimension corporelle? Le narcissique croit qu'il est le corps vu par son mental. S'il est un narcissique somatique, son attention est focalisée sur sa peau, ses dents, ses ongles, ses cheveux, son poids, sa silhouette, sa musculature, de façon exagérée, car son corps est l'objet libidinel qu'il adore. Les narcissiques peuvent avoir une fixation orale, anale ou phallique. Puisqu'ils n'ont pas abouti au stade génital, ils sont auto-érotiques, asexuels, ou bien ils utilisent une sexualité sadique. Dans le narcissisme caché, par exemple, vous pouvez voir sa tristesse dans ses yeux. Lorsqu'il parle devant un public, il regarde le sol. Ses gestes sont calculés car il est figé dans son identité d'absence. S'il est un narcissique manifeste, ouvertement manifeste, il semble raisonner quand il voit l'admiration des yeux qui le regardent, quand il est imbu de lui-même. Que se passe-t-il dans sa dimension mentale? Sans le savoir, le narcissique se prend pour son mental et par son psychisme.
Hypnotisé par son faux self, il focalise son attention inconscientement sur ses croyances hypnotiques, ses fantasmes inconscients omniprésents qui confirment sa mégalomanie infantile et son délire de grandeur. Dans son fort intérieur, il croit qu'il est nul ou incapable ou incorrect ou inférieur, incomplet, inadéquat, impuissant ou démuni, etc. Mais il cache bien cette croyance en adoptant un personnage supérieur. Se prenant pour le penseur de ces pensées répétitives, il ne trouve pas un moment de sérénité profonde. Il s'y ennuie très vite dans la compagnie de ces bipèdes, de ces êtres inférieurs, s'ils n'ont rien d'intéressant à lui apporter, car contradictoirement, il dépendait pour obtenir son ravitaillement narcissique. Pour lui, la seule personne qui mérite d'être écoutée est lui-même, car il a l'impression d'avoir un esprit omniscient et supérieur et il est désireux d'impressionner. Sa confusion est extrême. Il est extrêmement confus parce que sa capacité à évaluer la réalité et de s'évaluer lui-même est gravement perturbée. Par exemple, le narcissique caché se présente comme quelqu'un qui sait. Si vous le proposez un partenariat, il va profiter de votre offre pour s'infiltrer dans votre vie et voler vos idées et votre activité. Plus tard, vous constaterez qu'il ne sait rien et qu'il ne reconnaît pas son ignorance, ses incapacités ou inaptitudes, ni ce qu'il vous fait. Le narcissique fait de vous son objet mental. Comme un bambin, il fait de vous un objet mental lui appartenant. Il ne se rend pas compte que vous avez votre propre monde intérieur, vos désirs, espoirs, émotions, sentiments, sensations, besoins fondamentaux et limites. Il vous ignore complètement en tant qu'être humain, mais en tant que son objet interne. Vous devez assurer son approvisionnement narcissique. Si possible, ses besoins fondamentaux. Ses besoins matériaux, par exemple. Il vous utilise. Vous devez être son serviteur ou sa bonne qui doit être toujours disponible pour lui, pour lui rendre service et veiller à ses besoins. Si vous résistez à être son objet interne, il utilisera des mots habiles pour détourner vos propos jusqu'à ce que vous vous sentiez coupable de votre protestation. Si vous êtes son ou sa partenaire, il vous utilise pour se séparer de sa mère qu'il a blessée en vous imposant son fantasme partagé vindicatif tout au long de la relation. Comment réagit-il dans la dimension émotionnelle? Sur le plan émotionnel, le narcissique est complètement bloqué. Il a refoulé la peur, la tristesse, la colère, la haine, la honte et la culpabilité de sa blessure narcissique. Ces refoulements se manifestent par une anxiété profonde, chronique, et par une colère refoulée qui s'exprime par des stratégies destructives. Étant donné que le narcissique n'a pas de vrai self, il est incapable de partager un amour authentique. Il est incapable de nouer des relations saines, épanouissantes, fondées sur la égalité et la réciprocité. Comment essaie-t-il de gérer son anxiété? Pour contrôler ou gérer son anxiété, il s'installe dans une position de supériorité à partir de laquelle il impose ses exigences implicites et irréalistes. Il croit agir selon ses décisions adultes et conscientes, mais la plupart du temps, il ne fait que réagir en projetant ses propres insuffisances sur les autres. Réagissant à partir de son identité d'absence, il ne peut pas s'intéresser aux besoins légitimes de ses proches. Il est incapable de nouer des relations adultes avec qui que ce soit. Comment fait-il l'amour alors? Le narcissique ne peut pas avoir de rapports sexuels où la tendresse et le respect soient
partagée. L'intimité charnelle demande un échange de la force érotique où le plaisir et l'amour sont partagés dans le respect des limites et des besoins de chacun, dans la égalité. Mais le narcissique ne connaît pas la égalité. À chaque rencontre, il met en place une stratégie pour soutirer un bénéfice personnel. Il est absent. Il est absent sur le plan psychoaffectif et émotionnel, car il se prend pour son image, et aussi pour l'enfant blessé. Pour cette raison, ses émotions sont plutôt réactives. Il n'a pas de sentiments proactifs parce qu'il associe l'amour à l'abus psychologique dont il a été victime et s'en protège. Identifié à son enfant blessé, il manipule, contrôle, domine et blesse sa partenaire ou son partenaire tout en se croyant aimante, respectueux, tolérante et doux. Il fait de vous sa mère. Si vous êtes sa partenaire, il transfère sur vous la mère qui l'a blessé et il teste sa propre mère en vous confondant avec elle, littéralement. Si vous ne passez pas le test, il défoulera sur vous sa rage tout en continuant à vous aimer à sa manière. Si vous devenez l'objet de sa vengeance, vous serez négligé, ignoré, dénigré, déspersonnalisé, maltraité, exploité, instrumentalisé et rejeté. Il vomit sur vous son chaos émotionnel en toute innocence, comme un bébé qui régurgite la lait sur sa mère. Ce comportement redondant appartient à son faux self qui est pervers, c'est-à-dire qu'il détourne ses propres comportements en sa faveur contre vous. Il détourne les situations et les circonstances en sa faveur et contre vous. Pire encore, il détourne vos sentiments, vos émotions, vos protestations, vos actions et vos propos en sa faveur et contre vous. Il vit dans le déni. Vous serez rendu responsable de vos protestations, car tel un enfant, il est complètement inconscient de ce qu'il fait. Il n'a pas d'empathie nécessaire pour ressentir la souffrance qu'il cause aux autres, même s'il a une empathie froide qui lui permet de reconnaître votre souffrance. Pour lui, votre souffrance n'a aucun rapport avec ces comportements redondants qui sont extrêmement blessants. A-t-il une dimension essentielle? Identifié à son identité d'absence, le narcissique n'écoute pas la voix de son être authentique. Il est dissocié de sa véritable nature, de sa véritable nature. Sa perception de lui-même et des autres est purement mentale. Il n'agit pas du fond du cœur. Il n'a pas de sentiments profonds, car il est vide. Assurément, il n'est pas compréhensif, affectueux, empathique, vulnérable ou sensible parce qu'il ne ressent pas la substance essentielle qui le constitue. Le professeur Sam Wagner explique: l'expérience intérieure d'un narcissique est celle d'un tout petit enfant qui pleure terrifié, qui perçoit sa propre mort, le vide qu'il est, l'absence qu'il est. Il vit constamment dans sa propre annihilation. C'est un être qui inconsciemment rejette sa propre vie. Il n'éprouve que sa propre vie lugubre et la constante sensation d'être un mort en vie. Qui d'autre présente un narcissisme secondaire? Les narcissiques ne sont pas les seuls à agir dans le monde à partir de leur narcissisme pathologique. Si vous souffrez de dépendance affective, de manque d'estime personnelle, de manque de confiance en vous-même, de peur, d'insécurité et de dépression, vous présentez aussi un narcissisme secondaire. Regardez la vidéo sur le mécanisme de la dépendance affective.
Toute personne qui présente un narcissisme secondaire a besoin de se libérer de son stress post-traumatique et de connaître sa dynamique interne afin de transcender son ego infantile. Le processus de hypnose identitaire que je propose vous permet de remettre en question l'enfant blessé que vous pensez être. Grâce à ce processus, vous pouvez vous libérer de votre stress post-traumatique ainsi que de vos mécanismes hypnotiques afin de vivre dans la simple joie d'être et dans l'amour sans objet. Vous trouverez des informations sur la page en bas de cette vidéo. À bientôt.